Avertissement. Dans nos livres d'histoire, les anecdotes extraordinaires sont considérées comme particulièrement obscures. Autour du globe, les historiens et autres spécialistes qui enquêtent sur ces faits se contredisent souvent. Il est donc de notre devoir de s'en inspirer pour vous donner une version du passé. Notre version du passé. Voici leurs histoires. Bonjour tout le monde, vous avez lu le titre, donc vous savez forcément de quoi on va parler aujourd'hui. Mais avant de commencer, j'aimerais éclaircir certaines choses. Un samouraï, ça vient du Japon. Alors, le Japon, c'est pas là, ni même là, c'est ici. Pourquoi j'insiste autant sur ce point ? Parce que la plupart des gens confondent tout dès qu'il s'agit de l'Asie. Non mais c'est vrai, ils entrent dans un restaurant asiatique, ils disent qu'ils mangent chinois alors que dans leur assiette, on trouve des sushis. À la base, je voulais juste revenir rapidement sur ce qu'était un samouraï. Mais vraiment rapidement parce que sinon, on va jamais commencer cet épisode. Alors, grosso modo, un samouraï, c'est un guerrier du Japon féodal issu de la haute société japonaise. Un guerrier aussi redoutable sur le plan physique qu'intellectuel qui dédie sa vie au Bushido. Autrement dit, Bushi pour guerrier et Do pour la voix. Donc la voix du guerrier tout simplement. Comprenez par là que le samouraï peut tout aussi bien vous éclater à la bagarre que lors d'un concours de poésie ou d'un débat philosophique sur la vie. Mais ça, c'est surtout l'image du samouraï moderne forgé à travers les siècles et défini comme tel à l'époque d'Edo dans les années 1600. Dans tous les cas, le samouraï est au service de la noblesse. Si nous devions les comparer à notre pensée nombriliste, nous dirions que les samouraïs ressemblent de loin à des chevaliers ou à des spartiates. Enfin, vite fait quand même, parce que les cultures entre ces différents guerriers divergent. Pour la petite anecdote, un samouraï sans maître se nomme un rodin, et en général, c'était très mal vu d'être qualifié ainsi, aussi mal vu que d'être un vagabond. C'est qu'on rigole pas avec l'uniformisation et la loyauté au Japon. Et si vous voulez en savoir plus sur l'histoire des samouraïs, on vous invite très fortement à cliquer sur ce lien en description. Je vous laisse 2 secondes pour lire. Voilà. Bref, assez bavardé, il est temps de parler du sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Générique. Une fois n'est pas coutume, qui dit destin exceptionnel dit forcément début bien dans la merde. Yasuke, c'est donc l'histoire d'un esclave qui devient le premier samouraï étranger de l'histoire du Japon au milieu du XVIe siècle. Et si vous avez bien écouté durant l'intro, vous savez déjà qu'on tape dans une ascension sociale des plus prestigieuses. Yasuke donc, de son vrai nom, on sait pas, ça commence bien, né quelque part sur l'île du Mozambique entre les années 1530 et 1540. Une fourchette de 20 ans sur les larges d'une île de 800 km², et en plus, cette histoire ressurgit de nulle part après 5 siècles de disparition. Qui plus est, de la bouche de Serge Billet, un Martiniquais passionné d'arts martiaux qui a entendu parler de cette histoire en allant au Japon. Serge Billet a écrit son livre en s'aidant d'historiens, ethnologues et autres spécialistes de l'Inde et du Japon. Pourquoi douter ? Il y a même eu des expositions en l'honneur de Yasuke et un film hollywoodien en préparation, que demander de plus ? Une apparition sur Netflix dans les jours qui viennent, bien entendu. Non mais soyons sérieux, arrêtons un peu d'être sceptiques pour rien, on n'est pas là pour ça. Maintenant qu'on a commencé à raconter une histoire, autant aller jusqu'au bout. Yasuke faisait apparemment partie de la communauté Makua. Il était un excellent chasseur et pêcheur, révélant ainsi une condition physique adéquate pour le combat. La légende veut qu'il se fasse capturer par des trafiquants d'esclaves après avoir tenté de pister une lionne blessée par Sasage, sorte de petite lance très populaire parmi les peuples d'Afrique de cette époque. Et s'ensuit alors une traversée en mer d'1 mois et des poussières jusqu'au port de Goa, ville d'Inde colonisée par le Portugal à l'époque. On vous épargne les détails, mais selon les écrits biographiques, le voyage ressemblait plus à un bain dans une fosse à purin que le compartiment première classe du Titanic. Enfin bref, Yasuke est alors déplacé dans un endroit baptisé Leilo qui signifie enchère pour être vendu au plus offrant. Là encore, on vous épargne les détails humiliants de vendre un être humain comme du bétail. Il est alors acheté par un gentilhomme pour travailler dans une bâtisse de jésuites. Et quand je dis gentilhomme, ça veut pas dire qu'il était littéralement gentil, je préfère préciser, on sait jamais. De même que la notion de travail, c'est une expression, parce que bon, on va pas se mentir, il n'a ni salaire ni couverture sociale. Il doit donc simplement faire des allers-retours toute la journée pour ramener de l'eau provenant de la source dans de grandes cruches. Une tâche relativement simple pour lui, bien que terriblement humiliante à ses yeux. En effet, ce rôle de transporteur d'eau est normalement réservé aux femmes chez les Makua. Ajouté au sexisme qui frappe de plein fouet son ego, le déracinement et sa condition d'esclave qui lui font songer au suicide sans pour autant vouloir s'y résoudre. Il n'a qu'une idée en tête, vouloir à tout prix revoir sa mère avant d'en finir avec sa vie. Et c'est pas moi qui le dis, c'est dans sa biographie. Me demandez pas comment les spécialistes savent ça, ils le savent, c'est tout. On arrive enfin à une date précise, le 6 septembre 1574. Le débarquement de 44 ecclésiastiques à Goa va changer sa vie, car dans le tas se trouve un certain Alessandro Valignano, prêtre chargé d'inspecter les missions jésuites de sa juridiction. Après plusieurs mois à faire ses petites affaires sur Gao, il décide d'aller s'aventurer du côté du Japon, mais craint pour sa sécurité, étant donné que Yasuke est un homme fort. Vous vous souvenez, le bon chasseur macho qui ne se rabaisse pas à faire des tâches réservées, soi-disant aux femmes, tout ça.
Eh bien, il est tout simplement choisi pour partir à l'aventure le 20 septembre 1577, voyage qui va durer 2 ans après des escales à Malacca, l'actuelle Malaisie, et Macao, réputé pour être aujourd'hui le Las Vegas chinois. Ils arrivent donc au Japon le 25 juillet 1579. La mission jésuite se déroule dans la petite localité d'Arima sur l'île de Kyushu, pas très loin de Nagasaki. Autant vous dire qu'à l'époque, c'était pas monnaie courante de voir un étranger dans un pays très reclus sur lui-même, alors avec une peau aussi différente, vous imaginez. Le père, Organtino Nieki Soldo, écrira même à ce sujet à l'époque en affirmant qu'il n'était pas rare de voir des Japonais parcourir des centaines de kilomètres pour voir un Africain. Sans surprise, plus d'un prêtre jésuite ne s'est donc pas gêné pour se faire de l'argent sur le dos de leurs esclaves lors d'exhibitions improvisées. Le 8 mars 1581, Yasuke et Alessandro Valignano quittent l'île de Kyushu pour Kyoto, où règne Oda Nobunaga, un puissant seigneur de guerre. Cette rencontre va impressionner le daimyo de cette province. Si vous avez lu l'article en description, vous savez ce que c'est un daimyo. Bon, je vais quand même le dire pour les flemmards, c'est un gouverneur, et ce gouverneur est impressionné par tout ce qui fait que Yasuke est Yasuke. Sa taille, sa force, sa peau, son intelligence, puisqu'il a notamment appris à parler japonais. Détail qui paraît anodin mais pourtant surprenant quand on connaît la condition sociale de Yasuke. Beaucoup de maîtres ne prennent pas la peine d'enseigner quoi que ce soit à leurs esclaves, partant du principe que ce ne sont pas des êtres humains et qu'ils ne sont pas dotés d'intelligence. Me regardez pas comme ça, c'est ce que lui-même disait à l'époque. Moi j'y suis pour rien, je trouve ça aussi dégueulasse que vous. La légende raconte en tout cas que le gouverneur de la province demande au jeune Yasuke de prendre un bain en sa compagnie Bon, ça va, fausse alerte. C'est juste pour vérifier que sa peau noire ne soit pas du fake. Oui, bon là on est sûrement dans la romance, même si c'est pas étonnant de l'imaginer faire ça, puisqu'encore une fois, je me répète, voir un Africain au Japon, c'est pas le truc qu'on voyait tous les jours à l'époque. Mais j'y pense, je dois rembobiner un petit peu là. Je vous ai pas dit pourquoi Yasuke se retrouve en face du gouverneur. Une foule en colère avait tenté de pénétrer le domaine des jésuites. Une sorte de comité d'accueil si vous voulez. Suffisait juste de ne pas être japonais pour ne pas être bienvenu de toute façon. Pas pour rien que les mecs étaient reclus sur eux-mêmes. Alors, voir que des pecnos tentaient de les convertir aux paroles de notre Saint Sauveur Jésus-Christ, vous vous doutez bien, ça plaisait pas à tout le monde. En vrai, je brode un peu là, mais ce qu'il faut retenir, c'est que Yasuke leur a tous pété la gueule, ce qui impressionna d'autant plus le gouverneur qui demanda aux jésuites de lui laisser Sasuke avant de quitter l'île. Bon, l'histoire retient que ça s'est fait avec courtoisie, après, pas sûr que le jésuite avait réellement le choix de dire non, ni le choix de rester sur l'île d'ailleurs. Tout de même, on peut retrouver les impressions d'Oda Nobunaga dans ses mémoires intitulées Shinshokoki. Insistant bien sur sa condition physique impressionnante, il compare notamment la couleur de sa peau à un bœuf et mesure sa force à celle de 10 hommes réunis. Matsudaira Eyatada, un samouraï japonais de l'époque, décrit aussi Yasuke dans son journal comme mesurant 6 shaku et 2 sun, soit 1m88 alors que la taille moyenne d'un homme japonais à l'époque est d'1m57. Et vous vous en doutez, Yasuke, ça fait pas très jésuite comme prénom, c'est bel et bien Oda Nobunaga qui le renomme ainsi en hommage à un folklore japonais issu de la pièce intitulée Yoshitsune Shenbon Sakura du théâtre Bunraku et Kakubi. Et pourquoi avoir choisi celui-là? Bonne question. Tout ce que je peux vous dire, c'est que cette pièce parle de trahison, de course-poursuite et de déboire familial. De toute façon, on dit Yasuke depuis le début, mais en réalité, il était fréquemment surnommé Kuro-san. Alors oui, c'est sûr que ça fait tout de suite sympa et kawaii quand on ne comprend pas le japonais, mais si on traduit ça, ça veut littéralement dire Monsieur Noir. C'est moins cute tout de suite, mais bref. L'histoire continue, Yasuke devient rapidement un samouraï. Selon les archives du clan Maida, on retrouve même l'information suivante. Oda Nobunaga fait de lui son porteur d'armes. Il a donc le droit de porter 2 sabres ainsi que la propre lance du japonais. Ça paraît anodin dit comme ça, on pourrait se dire qu'au final ce n'est qu'un simple écuyer qui se tape la basse besogne. En réalité, comme le souligne Serge Billet, c'est une marque de confiance absolue. Personne avant Yasuke, pas même un Européen n'avait eu cet honneur, souligne l'auteur. Et pour vous dire à quel point Yasuke était respecté par son gouverneur, il a eu le droit à une maison et la fille adoptive de son seigneur comme épouse. Malheureusement, la vie aime surprendre et pas toujours de la meilleure des façons. En 1582, Nobunaga se fait laminer à Kyoto par l'armée d'Akechi Mitsushiden, un samouraï à ses ordres qui a décidé de le trahir. Est-ce par jalousie, avidité du pouvoir, refus de servir aux côtés d'un gaijin, un peu tout ça quoi. Nobunaga se donne en tout cas la mort par seppuku, ou plus communément appelé chez nous harakiri pour ne pas admettre sa défaite. Yasuke est pas hyper chaud pour faire la même chose et préfère retourner à la bataille pour dignement mourir au combat. Ce qui est pas beaucoup mieux, si vous voulez mon avis. Le fils de Nobunaga, Oda Nobutada, va bien tenter une revanche, mais sans succès. Akechi Mitsushide roule donc sur toute la famille, et qu'advient-il de Yasuke dans tout ça? Eh bien, on ne sait pas vraiment. Dans une lettre écrite le 5 novembre 1582, le père Louis Froid écrit « Pour Akechi Mitsushide, Yasuke n'est pas un homme, c'est un animal. Il n'est donc pas la peine de le tuer. Il faut le renvoyer en Inde chez les prêtres. » Voilà donc la dernière trace qu'on a de lui.
Personne ne peut dire effectivement s'il est arrivé en Inde ou a réussi à retourner sur sa terre natale pour rejoindre sa mère. Julien Pelletier, auteur de Samouraï dit destin incroyable, déclare à ce sujet: il est aujourd'hui impossible de connaître la fin de Yasuke. Yasuke était un homme respecté et on peut ainsi envisager qu'il soit resté au Japon, mais c'est spéculatif. Une chose est sûre, c'est que cette histoire fait parler d'elle depuis pas loin d'un siècle au-delà du pays du soleil levant. On a beau être au taquin chez Memento, on est très content d'avoir entendu parler de cette histoire mise en lumière récemment par ce cher Serge Billet. D'ailleurs, pour la petite anecdote, en 1968, Kurusho Yoshio, un écrivain japonais né en 1916 et mort en 2001, écrit une histoire pour un enfant intitulée Kurosuke. Autant vous dire que le synopsis ressemble très fortement à ce que l'on vient de vous raconter aujourd'hui, y compris la partie où ce personnage fictif pense beaucoup à ses parents en Afrique. Le livre a même reçu le prix de l'Association japonaise des écrivains pour enfants de 1969, en partie grâce à l'originalité des illustrations de Minoda Genjiro. Quoi qu'il en soit, la similarité entre ces deux œuvres séparées par 50 ans et un continent est troublante. Enfin, quand je dis troublante, j'exagère pas mal. Cela témoigne surtout d'un folklore plus ou moins populaire au Japon. Est-ce que pour autant cette histoire est totalement fausse? À vous d'en juger. Personnellement, on a envie d'y croire et c'est pour cela qu'on vous l'a raconté. Et c'est pas étonnant qu'elle intéresse autant les producteurs de cinéma américains ou qu'elle a inspiré le groupe IAM pour sortir Yasuke. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu et on se voit dans 2 semaines. Bye.